Bonjour à tous, bienvenue. On pense qu'après la mort, nos biens terrestres ne nous serviront plus. Dans l'Égypte ancienne, il en était autrement. Les Égyptiens enterraient leurs monarques dans de gigantesques tombeaux remplis de fabuleux trésors dont ils pourraient jouir dans l'au-delà. Mais bien souvent, c'étaient les pilleurs de tombes qui en profitaient. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un tombeau qui a échappé au pillage. Il était si bien dissimulé qu'il est resté inviolé pendant plus de 3000 ans. Ce n'est qu'en novembre 1922 que le tombeau de Toutankhamon est déterré. Cet événement apportera la gloire à l'homme qui en est à l'origine, Howard Carter. Il a découvert l'un des plus impressionnants trésors qui soit. Pendant plus de 30 ans, Howard Carter a sillonné le désert brûlant d'Égypte pour faire une découverte sans égale. C'est en novembre 1922, alors que le temps et l'argent lui manquaient, qu'il termine sa quête. Il découvre le spectaculaire tombeau d'or du pharaon Toutankhamon. Et cette découverte fait de lui le plus célèbre des archéologues. Mais la réussite et la célébrité ont un prix. La jalousie et la rancœur qu'il suscite vont le poursuivre jusqu'à sa mort. Il y a 3000 ans, l'Égypte était le berceau de la plus extraordinaire des civilisations. L'Égypte antique était organisée autour des pharaons. L'opulence de leurs palais et leur richesse faisaient d'eux les plus puissants dirigeants de cette époque. Ils étaient considérés par leur peuple comme des dieux. Et quand l'un d'eux venait à mourir, une cérémonie digne d'une divinité était organisée en son honneur. Le règne de Toutankhamon débute en 1323 avant Jésus-Christ. Le jeune roi meurt à l'âge de 18 ans pour des raisons encore inconnues. Puis les siècles passent et le nom de Toutankhamon est oublié. La découverte de sa tombe en 1922 captive le monde entier. C'est dans son Angleterre natale que Howard Carter commence ses recherches sur Toutankhamon. Il naît le 9 mai 1874 dans la famille de Samuel et Martha Joyce Carter. Et il grandit à Swaffham, dans le comté de Norfolk. Son père est un artiste connu dans toute la Grande-Bretagne pour ses illustrations d'animaux et du monde rural. Il est le cadet d'une famille de 11 enfants. La demeure familiale se trouve aux abords de la ville. Howard Carter aime la vie au grand air et se promène souvent dans la campagne pour observer la faune et la flore. Enfant, Howard est particulièrement vif et hérite du talent d'artiste de son père. Sa santé fragile le contraint à suivre des cours à domicile. Il avait un véritable complexe d'infériorité. Le fait de ne pas avoir eu une scolarité normale a beaucoup joué sur sa personnalité. Il n'est encore qu'un jeune garçon quand son père l'amène à Dinglingdon Hall, dans la maison de la richissime famille Amherst. Grâce à eux, un nouveau monde s'ouvre à Carter. Comme beaucoup d'aristocrates de l'époque, les Amherst sont fascinés par la culture et l'art de l'Égypte ancienne. C'était, pour ce début du XXe siècle, l'équivalent des grandes découvertes du XVIe siècle. Les Britanniques voulaient aller en Égypte le plus souvent possible. Ils louaient ces voiliers appelés Dahabaya et se déplaçaient le long du Nil pour visiter les temples et les tombeaux, tout comme aujourd'hui. Les gens aiment partir loin de chez eux et raconter leurs aventures à leur retour. Les Amherst sont à l'origine de la passion du jeune Howard pour l'Égypte. C'est aussi grâce à leur aide qu'il entreprend son premier voyage. Des archéologues basés en Égypte recherchent un dessinateur pour faire l'inventaire des objets découverts sur les sites de fouilles.
Les talents de Carter, accompagnés d'une lettre de recommandation des Amherst, font de lui le candidat idéal pour ce poste. Après un apprentissage de 3 mois au British Museum, il embarque pour l'Égypte. Il a tout juste 17 ans. C'est en 1851, au port d'Alexandrie, que le jeune aventurier foule pour la première fois le sol d'Égypte. Savait-il que son avenir serait désormais lié à ce pays et à l'histoire des pharaons? Il débarque ensuite au Caire et participe à ses premières fouilles. La chance lui sourit. Le père de l'archéologie moderne, Flinders Petrie, le prend sous son aile. Petrie est impressionné par ses talents d'artiste. Il cherchait en quelque sorte un homme à tout faire, mais il s'empresse de le faire participer aux travaux d'excavation. Petrie est un chef de fouille excentrique, sévère, lunatique et exigeant, mais pour Carter, son enseignement est inestimable. C'était la meilleure méthode pour se familiariser avec l'archéologie égyptienne. Certains vont à l'université pour apprendre les hiéroglyphes, mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend à mener des fouilles en Égypte. Grâce au conseil de Petrie, Carter se familiarise avec les techniques d'excavation. Il s'aperçoit très vite qu'il est fait pour ces travaux méticuleux. Après avoir terminé son apprentissage auprès de Petrie, il remonte le Nil jusqu'à Luxor. Cette ville était autrefois la plus riche et la plus puissante du monde. Après avoir passé des millénaires dans l'oubli, des archéologues la ramènent aujourd'hui à la lumière. Carter est chargé de restaurer et de reproduire sur le papier les divers bas-reliefs de l'un des plus somptueux édifices d'Égypte, le temple de la reine Hatshepsut. Son travail et son talent permettent à Carter de se faire un nom dans le milieu. Il semble toujours rencontrer les bonnes personnes et être au bon endroit au bon moment. Carter apprend l'arabe et entretient de bonnes relations avec la population. En 1899, il se fait remarquer par Gaston Maspero, qui est alors à la tête du service des antiquités de l'Égypte. Ce département supervise tous les événements concernant les monuments historiques. Maspero cherche un homme avec le profil de Carter, quelqu'un qui dispose de vastes connaissances de l'archéologie égyptienne et d'une bonne expérience du terrain. Comprenant le potentiel du jeune homme, il nomme Carter au poste de chef inspecteur des antiquités de Haute-Égypte, décision qui consterne toute la profession. À 25 ans, Carter est propulsé à un poste que convoitent les archéologues du monde entier. Il ne lui aura fallu que 8 années pour passer du poste de dessinateur à celui de superviseur. Son domaine s'étend à la source du Nil. C'est un important site archéologique et avant tout un centre de l'histoire égyptienne. Parmi les plus prestigieux monuments du site se trouvent les statues d'Abou Simbel, en Nubie. Les façades de Philae, presque intactes malgré les années. Et les grandes ruines de Thèbes avec la vallée des rois de l'autre côté du Nil. Environ une fois par mois, Carter entreprend un voyage sur le Nil, au cours duquel il effectue un contrôle des vestiges de cet ancien empire. Les responsabilités de Carter étaient énormes. Sa principale mission était de protéger les monuments des actes de vandalisme. Il devait aussi organiser l'accès au site pour les touristes et les visiteurs. Il entreprend de renforcer la législation sur le pillage des tombes. Il poursuit sans relâche les voleurs et les marchands d'antiquités coupables de fraude. Il va jusqu'à relever des empreintes de pas pour les identifier. Il s'installe sur la rive ouest du Nil, en face de Luxor. C'est une personnalité complexe, un homme solitaire, mal à l'aise en société. Il était certainement charmant, aimable et plein d'esprit. Mais dans le fond, je pense que c'était un homme lunatique, très susceptible. Son éducation semble avoir causé chez lui un complexe d'infériorité. Mais c'était aussi quelqu'un de courageux.
Il a peu d'amis et il est resté célibataire, bien que le bruit court qu'il aurait une maîtresse venue de France. À mon avis, Howard Carter était un célibataire endurci. Il ne souhaitait d'ailleurs pas vivre autrement. Étant donné son tempérament changeant et excentrique, il était certainement plus heureux seul. Après 5 mois de travail en Haute-Égypte, il se voit offrir une place plus prestigieuse encore. Il devient chef inspecteur de Basse-Égypte. Son nouveau domaine inclut le Caire et le plateau de Gizeh, où se trouvent les grandes pyramides et le Sphinx. Mais si tout s'était déroulé pour le mieux en Haute-Égypte, la chance tourne à présent. Tout commence sur le site de Saqqara. Un incident bénin va se transformer en véritable scandale. Des touristes français sous l'emprise de l'alcool ont une altercation avec des Égyptiens au service de Carter. Il est question de tickets pour l'accès aux monuments historiques. Je pense qu'ils se sont mal comportés vis-à-vis des ouvriers de Carter, ainsi que des gardiens des tombeaux. Une dispute a éclaté et on leur a demandé de partir. Les Français exigent des excuses, mais Carter soutient ses hommes. Quelqu'un de plus diplomate aurait pu calmer la situation, mais Carter reste inflexible. Carter est resté fidèle à lui-même. Au lieu de chercher des compromis, il a fait ce qui lui semblait juste. Il avait raison, mais cela lui a attiré encore plus de problèmes. Il est contraint de démissionner. Au cours des 3 années qui suivent, Carter mène une existence précaire. Il travaille comme guide touristique, exécute quelques portraits de commande et vit aussi du commerce d'antiquités. Il perd toutes ses illusions et se décourage. Son rêve égyptien est anéanti. Après 3 années d'errance, il rencontre l'aristocrate britannique George Herbert, le 5e comte de Carnarvon. Lord Carnarvon dirige un véritable empire commercial depuis le château de Highclere, sa demeure dans le Hampshire. Il se passionne pour les courses de chevaux et de voitures. En 1901, il est grièvement blessé lors d'un accident de voiture. Le froid et l'humidité de l'hiver anglais le font souffrir. Il décide de se retirer dans un pays au climat plus clément. En 1903, le voilà au Caire. Durant sa convalescence, il se découvre une passion pour l'archéologie et décide de s'occuper en menant des fouilles. Ses premiers essais sont sans résultat. Il emploie des douzaines d'hommes, mais après 6 semaines de recherche, il ne découvre qu'un chat momifié placé dans une sorte de cercueil en bois. Comprenant la difficulté de la tâche, il décide de faire appel à un professionnel, un homme d'expérience qui saurait diriger les travaux d'excavation. Howard Carter est l'homme qu'il lui faut. Howard Carter et Lord Carnarvon étaient 2 personnalités complémentaires. Lord Carnarvon débordait d'enthousiasme. Et de son côté, Carter apportait son souci du détail et tenait un registre précis de tous les vestiges déterrés. C'est une étape fondamentale dans toute fouille archéologique. Dans les mois qui suivent, leurs fouilles sont couronnées de succès. Mais l'un comme l'autre, ils souhaitent plus que tout pouvoir creuser dans la vallée des rois, le légendaire cimetière des pharaons. Jamais le tombeau d'un roi n'a été retrouvé intact. Jusque-là, ils avaient toujours été saccagés par des pilleurs de tombes. Les anciens Égyptiens pensaient qu'ils pouvaient emporter ce qu'ils possédaient dans l'au-delà. Alors, ils remplissaient leurs tombes avec leurs biens les plus précieux. La concession de la vallée des rois est alors détenue par le millionnaire américain Theodore Davis, qui s'y est installé avec l'exclusivité des droits de fouille. Carter et Carnarvon doivent travailler ailleurs, jusqu'à ce que Davis en ait fini dans la vallée. Ils sont sur le point d'abandonner quand éclate la Première Guerre mondiale.
Les deux hommes doivent prendre part à l'effort de guerre britannique. Carnarvon retourne en Angleterre et Carter est rattaché au bureau de l'intelligence de guerre situé au Caire. Le rôle que Carter a joué pendant la guerre reste flou. Il n'était pas vraiment dans l'armée et n'était pas non plus un espion. Sa connaissance de la culture égyptienne et de la langue arabe faisait de lui un allié précieux pour la Grande-Bretagne. Une fois leur service terminé, Carter et Carnarvon se concentrent à nouveau sur la vallée des rois et reprennent leur rêve de fouille. Entre-temps, Theodore Davis a abandonné ses recherches, certain qu'il n'y avait plus la moindre chance de retrouver le tombeau d'un pharaon. Mais Carter est convaincu du contraire. On pensait à cette époque qu'il pouvait s'agir de Toutankhamon. Son tombeau n'avait pas encore été retrouvé et son corps n'était dans aucune des cachettes connues. Aucune des momies déjà découvertes ne correspondait à la sienne. Son tombeau devait se trouver dans la vallée des rois. Et peut-être sa momie s'y trouvait-elle encore. Dans cette petite fosse, Davis a découvert de nombreux objets sur lesquels est écrit le nom de Toutankhamon. Il pense que cette fosse est la tombe du jeune roi et qu'elle a dû être pillée. Carter n'est pas de cet avis. Il estime que ce site n'est pas digne d'un roi. La présence d'objets portant le nom de Toutankhamon l'incite pourtant à reprendre les recherches du tombeau depuis longtemps oublié. Toutankhamon est monté sur le trône d'Égypte 3100 ans plus tôt. Il avait à peine 9 ans. On sait peu de choses de son règne, si ce n'est qu'il a été court et difficile. Nombre de spécialistes pensent qu'il était un parent du pharaon Akhenaton, le roi le plus controversé de toute l'histoire égyptienne. Akhenaton avait décidé de convertir l'Égypte du polythéisme au monothéisme. En abolissant une religion millénaire, il provoqua un véritable bouleversement dans tout le pays. À la mort d'Akhenaton, le jeune roi Toutankhamon a la lourde responsabilité de restaurer les anciennes coutumes. Beaucoup de questions restent sans réponse au sujet de son règne. L'Égypte est revenue à une religion polythéiste, mais Toutankhamon n'a vécu que jusqu'à 18 ans. Les causes de sa mort sont un sujet de controverse parmi les archéologues. Nous n'avons pas assez de preuves pour expliquer la cause de sa mort. Certains pensent qu'il aurait subi un grave traumatisme, d'autres prétendent qu'il serait mort dans un accident de char, ou encore qu'il aurait été assassiné par Haï, son successeur. Mais aucune de ces thèses n'a pu être prouvée. On sait juste que son corps a été momifié et enterré avec tous les égards dus à un pharaon. Les siècles ont passé et son nom a presque été oublié. En 1917, Howard Carter et Lord Carnarvon entreprennent de sérieuses fouilles dans la vallée des rois. Ils disposent de plus de 100 hommes pour mener les excavations. Leur principal objectif est de découvrir un tombeau royal et peut-être même celui de Toutankhamon. Il se concentrait surtout sur les endroits de la vallée où les tombes avaient le plus de chances de se trouver. En creusant jusqu'au soubassement, ils étaient sûrs de découvrir une éventuelle entrée. Les 5 années qui vont suivre n'apporteront que fatigue et déception. En 1922, même l'enthousiasme de Carnarvon a disparu. Leur quête s'éternise. Le coût des fouilles et la frustration deviennent insupportables. Pendant l'été 1922, ils interrompent les fouilles. Carter retourne en Angleterre au château de Highclere, où il retrouve Carnarvon qui l'y a précédé. Bien qu'il soit là de creuser, il est prêt à tout pour que son projet de la vallée des rois aboutisse. C'est dans cette pièce que Carter propose de financer personnellement les travaux d'excavation sur le dernier site encore inexploré. Des cabanes destinées aux ouvriers qui creusaient les tombeaux ont été construites aux abords du site. Lord Carnarvon est désormais dépositaire exclusif du droit de fouille. Toute découverte lui sera attribuée. L'offre de Carter laisse Carnarvon sans voix. Après un instant de réflexion, il décide de poursuivre les fouilles et, comme à son habitude, il insiste pour prendre en charge les frais.
Je pense que c'est l'enthousiasme de Carter qui a amené Lord Carnarvon à accepter son offre. Carter n'était pas riche. En le voyant mettre tout ce qui lui restait dans cette entreprise, Carnarvon aura été touché et aura finalement accepté de continuer encore une saison. Carter reprend les fouilles en novembre 1922. Ses recherches doivent aboutir. Il n'a plus d'argent, plus de temps. Il n'a plus d'alternative. De nouvelles perspectives s'ouvrent à lui, à la suite d'une découverte accidentelle. En nettoyant le sol pour y poser une jarre, un porteur d'eau découvre la première marche d'un escalier. Carter concentre les fouilles à cet endroit. Le lendemain soir, ils avaient dégagé 12 marches qui mènent à une mystérieuse porte close. Le sceau royal qui ferme la porte indique que cette tombe a été construite pour un personnage important. Plus remarquable encore, celui-ci est intact. Carter doit se retenir pour ne pas ouvrir immédiatement le tombeau. Il envoie un télégramme à Lord Carnarvon en Angleterre pour lui signaler la découverte. Nous avons enfin trouvé quelque chose. Un tombeau magnifique, encore scellé. Vous pourrez le voir à votre arrivée. Mes félicitations, Carter. Accompagné de sa fille, Lady Evelyn, Carnarvon se met aussitôt en route pour l'Égypte. Cela fait 10 ans qu'il attend ce message. Après des années de recherche, Howard Carter est sur le point de faire une découverte historique. Il doit maintenant attendre 2 semaines l'arrivée de Carnarvon. Celui-ci arrive à Luxor avec sa fille dans la soirée du 23 novembre 1922. Tous les trois se demandent ce que la tombe renferme. Le lendemain à l'aube, Carter retourne fouiller. Il dégage les débris qui bloquent le bas de la porte et découvre un autre sceau portant le nom magique de Toutankhamon. Cette première victoire comble de joie toute l'équipe. Mais cette euphorie est de courte durée. Ils s'aperçoivent que la porte a déjà été forcée par des pilleurs dans l'Antiquité et que le scellé a été remis en place. De l'autre côté de la porte, ils trouvent un passage obstrué par des débris. Il leur faudra près de 2 jours pour le dégager. Ce passage mène à une autre porte. Ce sera la dernière. À l'aide d'une barre de fer, Carter pratique un trou dans la porte. Depuis 30 ans, il est resté en Égypte à la recherche d'un trésor dont l'existence était incertaine. Ses efforts vont enfin être récompensés. Lady Evelyn lui tend une bougie. Il la passe par la brèche et se trouve face à un spectacle qui le renvoie 3000 ans en arrière. Au début, je ne distinguais rien. L'air chaud qui s'échappait du tombeau faisait vaciller la flamme de la bougie. À mesure que mes yeux s'accoutumaient à la lumière, les détails de la salle émergèrent lentement de l'obscurité. Des animaux étranges, des statues et de l'or, partout le scintillement de l'or. Howard Carter. Subjugués par ce qu'ils entreaperçoivent, ils élargissent le trou afin de pouvoir contempler toute la pièce. Un léger parfum remplit la tombe. On pourrait croire que le rite mortuaire s'est déroulé la veille. C'est le trésor le plus impressionnant qui ait jamais été découvert. Carter et Carnarvon ont accompli l'impossible. C'est le plus beau jour de ma vie. Il est peu probable que je ressente à nouveau une telle émotion. Howard Carter. Dans un état d'euphorie totale, ils retournent passer la nuit chez Carter, mais aucun d'eux ne trouve le sommeil. Le fabuleux trésor occupe toutes leurs pensées. Ils sont torturés par 1000 questions. Ils ne pourront avoir de réponse qu'après l'ouverture officielle du tombeau, qui aura lieu 3 jours plus tard en présence des autorités égyptiennes. Qui n'aurait pas souhaité être à leur place lorsqu'ils ont vu l'intérieur du tombeau? J'imagine leur frustration quand ils se sont arrêtés devant cette porte, sans pouvoir approcher tous ces merveilleux objets.
Carter a fait preuve de patience pendant des décennies. La tentation est trop grande. Accompagné de Carnarvon, de Lady Evelyn et de son confrère Arthur Callender, il profite de la nuit pour retourner en secret au tombeau avant l'arrivée des autorités. Il constate avec déception que la tombe a bien été pillée dans l'Antiquité. Carter voit cette pièce comme les coulisses d'un opéra qui aurait disparu il y a bien longtemps avec toute une civilisation. Tout laisse penser que des pilleurs sont passés par là au moins à 2 occasions, mais pour une raison inconnue, ils n'ont pas pris ce qui était à l'intérieur. Ils ont peut-être été découverts et se sont enfuis. Ou bien l'un d'eux faisait le guet. Ils ont quitté la tombe précipitamment. Peut-être ont-ils été pris, auquel cas la punition a dû être très sévère. Carter remarque une petite ouverture creusée par les pilleurs derrière cette niche pour animaux. Sur un autre mur, une porte située entre les 2 statues de sentinelles avait elle aussi été forcée, puis scellée à nouveau par les autorités de l'époque. Carter déblaye le trou derrière la niche et se glisse plus loin dans la tombe avec Lord Carnarvon et Lady Evelyn. Ce qu'ils voient derrière ce mur dépasse de loin leur attente. Un gigantesque sépulcre en or occupe presque tout l'espace de la pièce. C'est bien la sépulture du pharaon. Ils viennent de découvrir le plus incroyable des trésors. L'ouverture officielle de la tombe a lieu le 22 novembre 1922. Carter et Carnarvon craignent que les autorités égyptiennes ne s'aperçoivent de leur intrusion. Comme on peut le voir sur cette photo, ils avaient recouvert le trou d'un panier et de quelques roseaux. Dans l'euphorie générale, personne ne remarque la trace de leur passage. Leur inquiétude était injustifiée. La cérémonie d'ouverture est un succès. La nouvelle fait la une des journaux à travers le monde. L'effervescence autour de la découverte de Toutankhamon est phénoménale. L'Égypte est un pays exotique dont les mystères fascinent le monde entier. Ajoutez à cela une tombe pleine d'objets en or et le troublant destin d'un jeune pharaon. Tous les éléments étaient réunis pour constituer une histoire fascinante. L'événement connaît un retentissement international. Du jour au lendemain, Howard Carter et Lord Carnarvon comptent parmi les hommes les plus célèbres du monde. Mais la découverte du tombeau en 1922 n'est que le début de l'aventure de Howard Carter. L'exhumation des objets va s'avérer tout aussi difficile. Carter monte avec soin la plus incroyable équipe d'archéologues. L'ampleur de l'opération est sans précédent. Personne n'a jamais fait une telle découverte. Ne disposant d'aucune référence pour mener leurs travaux, ils vont être amenés à improviser. Carter a su se prouver à lui-même qu'il était un bon archéologue. Il a apporté à sa discipline le savoir de 30 années de travail ininterrompu. Howard Carter est l'un des plus grands archéologues de ce siècle. Ce serait une grossière erreur que de voir en lui un simple chercheur de trésors. Il s'est consacré à l'archéologie égyptienne. Il a établi de nouvelles classifications, ce qui est bien loin des préoccupations d'un chercheur de trésors. Dans des salles où la température atteint les 40 degrés, les hommes entreprennent d'établir une liste précise de tous les objets qui se trouvent dans la chambre mortuaire et de les stocker à l'extérieur. Jour après jour, ils découvrent de merveilleux objets d'art et rassemblent des informations scientifiques et historiques inestimables. Les mystères de l'Égypte ancienne s'éclaircissent au travers de cette tombe. En plus des travaux d'exhumation et d'enregistrement, Carter doit faire face aux pressions extérieures de la presse, du gouvernement égyptien et des milliers de touristes attirés par la découverte du tombeau. La tâche est ardue.
Carter est un archéologue de talent, mais les relations publiques ne sont pas son fort. Il commet de nombreuses maladresses face à ses interlocuteurs. Lord Carnarvon fait l'erreur de signer un contrat d'exclusivité avec un journal. Il donne au London Times l'exclusivité de tout ce qui a trait au tombeau. Cette décision va s'avérer être un réel problème. Une rivalité va s'installer entre le Times et le reste de la presse occidentale. Chaque information concernant une nouvelle découverte doit être transmise au Times, qui la transmet ensuite à la presse internationale. Les autres journaux se sentent tributaires du Times et ne se privent pas de faire sentir leur mécontentement à Carter. De son côté, le gouvernement égyptien s'immisce largement dans les travaux de Carter et Carnarvon. Jusqu'à présent, les archéologues qui travaillaient en Égypte étaient autorisés à sortir du pays une partie de leurs découvertes. Mais cela change avec la tombe de Toutankhamon. Carter doit batailler avec le gouvernement égyptien pour conserver le contrôle des fouilles et des objets qui s'y trouvent. L'afflux de touristes commence aussi à poser problème. Ils arrivent à Luxor par milliers dans l'espoir de visiter le tombeau. Leur seule chance d'y accéder est de passer par Carter et ce rôle de gardien lui déplaît au plus haut point. Toutes ses responsabilités commencent à le submerger. Je pense qu'Howard Carter savait définir ses priorités. Rien ne devait entraver le bon déroulement des fouilles. Les relations publiques étaient très secondaires. Il aurait pu essayer de trouver un juste milieu, mais la pression à laquelle il était soumis avait tendance à faire ressortir ses plus mauvais côtés. La découverte du tombeau de Toutankhamon s'annonce comme la plus incroyable histoire de trésors jamais vécue. Mais cette merveilleuse saga va prendre un tour insensé, relevant parfois du surnaturel. La légende veut qu'en janvier 1923, Lord Carnarvon ait été piqué par un moustique. En se rasant dans sa chambre d'hôtel de Luxor, il se serait coupé et aurait été pris d'un accès de fièvre qui n'aurait pas duré. Le 14 mars, il se rend au Caire. Après avoir dîné, il va au cinéma. En regagnant son hôtel, il serait soudainement tombé malade, terrassé par une terrible fièvre. Il développe un empoisonnement du sang et une pneumonie et meurt le 5 avril 1953, aux premières heures du jour. Il avait 57 ans. Les lumières du Caire se seraient éteintes sans raison alors que Carnarvon rendait son dernier souffle. Au même moment, à plus de 3000 km de là, au château de Highclere, son chien aurait hurlé à la mort avant de tomber sans vie. Tous ces événements sont à l'origine de la fameuse malédiction de Toutankhamon. Dans l'Égypte ancienne, des malédictions étaient liées à la plupart des tombeaux. Elles étaient le plus souvent inscrites à l'extérieur, sur les montants de la porte. Si quelqu'un détruisait un tombeau ou qu'il y pénétrait malgré la mise en garde, il risquait d'être frappé par la malédiction. Il existe une liste des accidents auxquels il s'expose, être dévoré par un crocodile ou bien voir sa famille assassinée. Ces événements provoquent une véritable frénésie dans les journaux. Le moindre semblant de preuve suffit à alimenter une gigantesque mascarade. Le canari de Carter aurait été tué par un cobra le jour où la tombe a été découverte. Et au cours des années suivantes, au moins 8 personnes qui étaient entrées dans la tombe sont mortes de manière étrange. Mais il n'est question d'aucune malédiction sur le tombeau du jeune roi. Cette histoire de malédiction est une pure invention. Les inscriptions sur le tombeau n'y font pas référence. On n'a trouvé aucune tablette sur laquelle il aurait été question de ça. Ce n'est certainement que le fruit de l'imagination d'un journaliste en manque de sensationnel. Évidemment, la mort de Carnarvon tombait à point nommé. Malédiction ou pas, Carter se retrouve bel et bien seul. Il vient de perdre son meilleur ami et en même temps son plus fidèle allié. La couverture médiatique de cette malédiction le perturbe. Maintenant que Lord Carnarvon n'est plus,
Il doit se charger seul de l'organisation des fouilles. La prochaine étape consiste à ouvrir le caveau où se trouve la dépouille du pharaon. Carter retire le verrou de la première porte du sanctuaire. Celle-ci donne sur une autre porte dont le scellé est intact et sur lequel est inscrit le nom de Toutankhamon. Le roi ne se trouve pas dans une chambre, mais dans 4 d'entre elles, imbriquées les unes dans les autres, telles des poupées russes. Après avoir ouvert chacune des chambres recouvertes d'or, ils atteignent la tombe taillée à même un bloc de pierre rouge. Le 24 février 1924, quand Carter retire la dalle de granit qui referme le sépulcre, le monde entier a les yeux rivés sur Luxor. Une énorme dalle d'environ 1250 kilos recouvrait la tombe. Nous sommes restés abasourdis en découvrant ce qui se trouvait à l'intérieur. Un linceul composé d'étoffe, de lin foncé, recouvrait le contenu. En le retirant, nous eûmes tous le souffle coupé. Devant nous se trouvait l'effigie d'or du jeune roi, Howard Carter. Cette découverte va bien au-delà de leurs espérances. La tombe contient des richesses inimaginables. À chaque nouvelle découverte, les ayants droit relancent le débat sur le véritable propriétaire du trésor. Les autorités égyptiennes n'ont de cesse de réaffirmer leurs droits sur tout ce qui a trait aux fouilles. Avant que Carter n'ait eu le temps d'ouvrir le sarcophage, il l'avait presque amené à abandonner. Si Carter tient tant à garder le contrôle des fouilles, ce n'est pas dans le but de s'enrichir. C'est avant tout un scientifique, désireux de mener à bien le travail qu'il a commencé. Il se sent menacé par les interventions incessantes du gouvernement égyptien et par la pression qu'on exerce sur lui. Un nouvel incident a raison de sa patience. On lui refuse l'autorisation de faire visiter le tombeau aux épouses des membres de l'équipe avant la presse et les dignitaires. Il est scandalisé que l'on n'accède pas à cette simple requête. Le sarcophage est sur le point d'être retiré de sa tombe. Carter démissionne. Furieux, il condamne l'accès à la tombe et part en hâte à Luxor. Il rédige une lettre dans laquelle il proteste contre les restrictions et les insultes dont il a fait l'objet et accuse le gouvernement égyptien d'entraver le bon déroulement des fouilles. Cette grève est une première dans le monde de l'archéologie, mais il vient de commettre une grave erreur. Il s'y est vraiment très mal pris. Ses collègues ont été choqués. Même ses plus fidèles alliés n'ont pas compris sa réaction. En refusant de coopérer, il n'a fait qu'envenimer la situation. En verrouillant l'accès à la tombe, il défie le gouvernement. C'est une aubaine pour les autorités égyptiennes qui peuvent désormais lui retirer légalement sa concession. Les fouilles sont aussitôt interrompues. Carter est découragé. Il décide de plaider sa cause à travers une série de conférences en Europe et en Amérique du Nord. Il n'est pas préparé à l'engouement que sa découverte a déclenché. Tout le monde veut rencontrer le célèbre archéologue, l'homme à l'origine de la fièvre autour de Toutankhamon. En Grande-Bretagne, il rencontre le roi George V et chacune de ses conférences rencontre un vif succès. Puis il se rend aux États-Unis où on lui fait un accueil triomphal. Carter a été reçu en Amérique avec encore plus d'égards qu'en Angleterre. Il traverse le pays et donne conférence sur conférence. Henry Ford lui demande en personne de venir lui parler des fouilles. Il est aussi invité à la Maison-Blanche, où il rencontre en audience privée le président Coolidge. À l'université de Yale, il reçoit le titre de docteur ès sciences. Mais pendant qu'on l'acclame aux États-Unis, une nouvelle crise se prépare en Égypte. Au cours d'une inspection, les agents du gouvernement découvrent une petite caisse dans laquelle sont stockés les objets déjà enregistrés. Celle-ci contient une statue de Toutankhamon. La statue n'a pas été numérotée et ne figure pas sur le registre.
Le gouvernement égyptien était excessivement méfiant. Il soupçonnait Carter de cacher des objets et de les sortir illégalement du pays. Dans un télégramme expédié des États-Unis, Carter explique que cette statue est très fragile et qu'il l'a mise de côté pour la restaurer avant de l'enregistrer officiellement. L'excuse de Carter est recevable. De plus, sur les centaines d'objets portés au registre, une erreur peut se produire. S'il avait l'intention de garder la statue pour lui, il a eu 2 ans pour la sortir du pays. Pourquoi la stocker si longtemps? Le gouvernement égyptien accepte ces explications et en janvier 1925, Carter retourne à Luxor. Mais l'Égypte a changé. Le gouvernement nationaliste, qui lui a posé tant de problèmes pour les fouilles, n'est plus au pouvoir. Les nouveaux dirigeants désirent que Carter reprenne son travail, mais ils soulignent que le trésor ne sortira jamais d'Égypte. Carter accepte ces conditions. C'est un homme de science, il souhaite juste achever son travail. Il reprend les fouilles là où elles s'étaient arrêtées. Il faut maintenant ouvrir le sarcophage d'or pour mettre au jour la momie du pharaon Toutankhamon. 8 hommes sont nécessaires pour sortir le sarcophage du sépulcre à l'aide de palans et de cales. Tous se demandent ce qui peut le rendre si lourd. En ouvrant le couvercle, ils découvrent qu'il n'y a pas 1 mais 3 sarcophages gigognes, toujours plus petits et plus richement ornementés. En ouvrant le 2e sarcophage, ils comprennent enfin ce qui pesait si lourd. Nous avons fait une découverte stupéfiante. Le 3e sarcophage est entièrement en or et il est coiffé d'un énorme masque en or massif. Howard Carter. Le 11 novembre 1925, à 9h45, Carter et son équipe commencent l'autopsie de la momie. Toutankhamon mesure un peu plus d'1,67 m et semble plutôt fragile. Il avait environ 18 ans quand il est mort. Après l'autopsie, Carter continue à travailler sur le projet Toutankhamon pendant 7 ans. Il découvre 2 autres salles pleines d'objets de valeur pour lesquels il établit un registre précis. L'étude du tombeau aura occupé 10 années de sa vie. Une fois son travail accompli, Carter ne montre plus l'ambition et l'énergie qui le caractérisaient jusqu'alors. Il pensait sans doute ne pas pouvoir faire de découvertes plus importantes, ou peut-être l'âge commençait-il à se faire sentir. En 1932, Carter a 58 ans et il a passé plus de 40 années à creuser le désert d'Égypte. Vers la fin des années 30, il retourne en Angleterre et profite de sa notoriété. Il devient l'invité privilégié des soirées de la haute société londonienne et des châtelains. Il emménage dans un appartement à 2 pas du Royal Albert Hall et travaille comme antiquaire. Un arrangement financier avec la famille de Carnarvon et les conférences qu'il donne lui permettent de vivre confortablement. Il n'a que peu d'amis et sa carrière d'archéologue est bel et bien terminée. Le seul regret de Carter est de ne jamais avoir reçu de distinction officielle de la part du gouvernement britannique. D'autres scientifiques et explorateurs ont été anoblis pour des succès comparables. Carter, lui, n'a reçu ni remerciements ni honneurs. Les autorités britanniques ont dû être contrariées par les problèmes politiques liés à la découverte de la tombe. Elles n'ont pas apprécié la façon dont Carter a géré cette crise. Le gouvernement égyptien de l'époque devait considérer Carter plus comme un personnage politique que comme un archéologue servant la cause égyptienne. Le poids des années se fait sentir, l'état de santé de Carter ne cesse d'empirer. Atteint de la maladie de Hodgkin, il meurt le 2 mars 1939. Seule sa nièce, Phyllis Walker, est à ses côtés lorsqu'il s'éteint. Peu de gens assistent à ses funérailles. Son franc-parler et son naturel peu conciliant ne faisaient pas de lui quelqu'un de très apprécié.
Howard Carter a ressuscité un dieu. Ses talents d'archéologue et sa détermination ont permis à un pharaon mort depuis plus de 3000 ans de réapparaître. Et il est fort à parier que sans lui, Toutankhamon serait encore enseveli dans le sol de l'Égypte. Les anciens Égyptiens ont enterré Toutankhamon avec ce trésor parce qu'ils pensaient que sa vie ne s'arrêtait pas à son existence terrestre. D'une certaine façon, c'est le cas. Il est devenu une célébrité du XXe siècle grâce à ce fabuleux trésor et grâce à la ténacité et au courage d'Howard Carter, l'homme qui a fait renaître Toutankhamon. Merci à tous de nous avoir suivis.